Bonjour à tout le monde. Waouh, vous êtes nombreux, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bonne 36e édition de cette journée Prison-Justice. Je voulais faire quelques remerciements. Merci à vous, les bénévoles de France et de Belgique, d'avoir fait tout ce chemin pour venir ici. Merci à vous, c'est vraiment incroyable. Merci à tous les participants extérieurs d'avoir eu de l'intérêt pour notre association et pour cette journée. Vous êtes aussi hyper nombreux et c'est fantastique. Merci bien sûr aux intervenants de venir ici partager votre expérience, vos travaux. Donc merci à vous. Bien sûr, merci à toute l'équipe, en particulier à Olivier. Voilà, j'espère vraiment que cette journée vous sera importante et fera naître ou fera grandir le petit sentiment de colère face à cette réalité carcérale et cette réalité judiciaire. J'avais quelques informations à passer puisqu'il y a eu un désistement. Enfin, Monsieur Vincent Cizère ne pourra pas assurer son atelier sur l'imposture sécuritaire ce matin. Donc il en est désolé. La ministre de la Justice, Madame Belloubet, s'excuse également de son absence. Elle n'a pas pu se libérer, ainsi que la direction de l'administration pénitentiaire, voilà, qui seront absents. Mais voilà, on est quand même bien entourés pour cette plénière. Après moi, il y aura Gaël, notre vice-président chargé de l'action en détention, qui tiendra un discours coécrit par les membres de l'équipe. Après prendra la parole les groupes locaux de Nancy et le groupe régional de l'Île-de-France. Donc vraiment merci à vous d'être là. Nous aurons également le grand privilège d'accueillir Madame Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui fait un travail monstrueux et indispensable pour rappeler la réalité de nos prisons. Donc merci d'être là, vraiment. On finira cette plénière par le discours de nos deux membres d'honneur, Monsieur Antoine Lazarus, qui a un tout petit peu de retard, mais qui ne va pas tarder. Monsieur Lazarus est un ancien médecin de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il a également participé à la création de l'OIP, dont il a été président. Et Monsieur Gabriel Muesca, merci d'être là aussi. On sait que cette journée est importante pour vous. Donc merci vraiment de vous être déplacé. Monsieur Muesca est un ancien détenu, mais avant tout un militant basque et avant tout un militant anticarcéral. Donc merci. Vous êtes un réel soutien. Et donc, je laisse la parole à Gaël. Merci Philo. Bonjour à tous. Le 18 juin, vers 17h30, un prisonnier de 27 ans, condamné à une courte peine, libérable dans 14 mois, revient d'une permission exceptionnelle accordée afin d'assister aux obsèques de l'un de ses parents. Dès qu'il pénètre dans l'établissement, on lui fait observer qu'il sent l'alcool et qu'il est éméché. Orienté vers le local de fouille, on lui demande de se dévêtir intégralement, lui confisquant par là même un paquet de cigarettes qui disparaîtra définitivement. Patientant dans le plus simple appareil, on l'enjoint de s'accroupir, dans un dessin avilissant. Voulant le soumettre à l'éthylotest, il décline la démarche,
le ton s'élève. Il est projeté au sol, menotté dans le dos. Intégralement nu, il est ainsi traîné vers le quartier disciplinaire, les parties génitales en contact avec le sol sur la longueur du trajet. Jeté au cachot, il demeurera ainsi la nuit entière, sans vêtements, sans matériel de couchage, avec un unique matelas pour dormir ou tenter d'y parvenir. C'est ainsi qu'il fera son deuil. Ce témoignage, c'est celui de Xavier. Les faits qu'il nous expose, d'une insupportable cruauté, ne sont malheureusement pas si exceptionnels. D'autres faits, bien pires encore, sont arrivés à Adil, mort à Sequedin d'un ulcère perforé, à Raymond, mort de cause indéterminée, à Aladin, assassiné à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, à Corentin, mort d'un infarctus à 26 ans, à Jean-Claude, mort par suicide médicamenteux, ou à Véronique, morte par pendaison à la prison de Sequedin. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas tel abus commis ici ou là. Ce que nous dénonçons, c'est la violence d'un système, la violence contre les personnes qui l'incarcèrent, contre ces professionnels qu'il met sous pression constante, contre les familles qu'il brise. Oui, ce système carcéral est violent car déshumanisant. Presque 1/5 des établissements pénitentiaires français ont été condamnés pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes par la justice française elle-même ou par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est violent car destructeur de liens sociaux et familial. Les personnes détenues sont souvent incarcérées loin de leur famille. Les durées de parloir sont particulièrement réduites et les possibilités d'obtenir des visites en unité de vie familiale sont rares. Il est violent car surpeuplé. La surpopulation dans les établissements pénitentiaires français est devenue une constante, avec un taux d'occupation moyen de 117%, qui atteint plus de 200% dans certaines maisons d'arrêt. Le mois dernier encore, plus de 1450 personnes détenues dormaient sur un matelas à même le sol. Il est violent car arbitraire. Les chefs d'établissement disposent d'un pouvoir quasiment discrétionnaire et le GENEPI en est témoin chaque année lors de ses interventions. Il est violent car il exacerbe les oppressions de genre et reproduit les inégalités de la société hétéropatriarcale. Il est violent dans l'après, à la sortie, les sorties sèches, sans accompagnement, sans ressources, ni perspective d'emploi, représentent 81% du total des libérations. Au lieu de résorber les violences, le système carcéral les perpétue et en engendre de nouvelles. La prison nuit non seulement aux détenus, dans le présent, mais aussi dans leur avenir. La prison nuit non seulement aux détenus, mais aussi aux familles, aux proches, aux minorités et en définitive, à la société tout entière. Mais rassurons-nous, les gouvernements successifs ont trouvé les solutions miracles. Face à la surpopulation carcérale, l'État construit de nouvelles places de prison. 13 000 places en 1986, 3 000 en 1996, 12 000 en 2002, et ainsi de suite. Avec toutes ces nouvelles places, le problème de la surpopulation est sûrement résolu aujourd'hui. Et pourtant, au 1er novembre 2017, la France compte 59 151 places pour 69 307 personnes détenues. Depuis 40 ans que l'État s'efforce d'agrandir le parc carcéral, ça finira bien par marcher. Ça tombe bien, le gouvernement actuel propose de construire 15 000 places de prison supplémentaires. Mais regardons un peu ce qu'il en est du côté des finances. Sur le total du budget du ministère de la Justice, 42% est consacré à l'immobilier et à l'accroissement du parc carcéral, dont 299 millions d'euros prévus pour la construction de nouvelles prisons et 30 millions d'euros pour la rénovation des établissements actuels. Et à côté, 25 millions d'euros investis en faveur de la réinsertion. Il n'y a pas à dire, la réinsertion est vraiment une priorité pour l'État. Pour réhumaniser la prison, pas d'inquiétude non plus. L'État a aussi trouvé une solution.
L'administration pénitentiaire se fait un devoir d'être au plus proche des personnes détenues, et pour cela, rien de mieux que des caméras, rien de mieux que la violation de la vie privée, rien de mieux que la violation de l'intimité. Et pour pallier la vétusté et l'insalubrité, l'État a la bonne idée de confier la construction des nouvelles prisons à des entreprises privées. Et quand on voit le résultat, on ne peut que s'en féliciter. Porte automatique, absence de contact humain, couloir de laboratoire. Bref, toutes ces solutions, en plus d'être inutiles, ne répondent qu'à un problème carcéral sans s'interroger sur les causes de celui-ci. Il suffit de prendre un peu de recul pour s'apercevoir que la prison n'est que la fin d'un parcours. Un parcours déjà déterminé au sein d'une société inégalitaire et clivante. L'incarcération est la dernière étape d'un processus organisé par des institutions qui créent des règles et par des organes de répression qui les appliquent. Majoritairement, à qui s'adressent ces règles? Aux pauvres, aux personnes racisées, aux classes populaires, aux banlieusardes et aux banlieusards, aux personnes étrangères, aux opprimés. Au pays des droits de l'homme, la répression pénale est sans cesse braquée vers les mêmes personnes, par le biais de lois polies, lissées et pleines de langue de bois. Au pays des droits de l'homme, la société ghettoïse depuis plus de 50 ans toujours les mêmes personnes. Personnes qui elles-mêmes subissent et grandissent dans le rejet, la discrimination, les contrôles aux faciès, la violence, et j'en passe. Au pays des droits de l'homme, la société apprend aux personnes opprimées qu'elles sont marginales et aux personnes privilégiées de les marginaliser encore plus. Au pays des droits de l'homme, plus personne ne s'étonne qu'il y ait des contrôles fréquents de la brigade anticriminalité à des heures nocturnes, dans des banlieues comme Aulnay-sous-Bois, la Seine-Saint-Denis, Vitry, Poissy, Noisy-le-Sec, Roubaix, les quartiers nord de Marseille, le Mirail et bien d'autres encore. Dans ces ghettos ou zones urbaines sensibles, le taux de chômage est 2 fois plus élevé. Au pays des droits de l'homme, la justice de classe, organe de répression, pénalise 8 fois plus les personnes sans domicile fixe et les personnes nées à l'étranger que le reste de la population. Au pays des droits de l'homme, la prison est également l'endroit auquel les puissants parviennent à échapper, souvent soutenus par le monde politico-médiatique. Au pays des droits de l'homme, la prison est un organe catalyseur d'oppression sociale, où la moitié des entrants sont sans emploi, 20% sont étrangers, 48% n'ont aucun diplôme, 50% souffrent de troubles psychiatriques, 38% souffrent d'une addiction. Le GDPI dénonce ce système carcéral et judiciaire et soutient chaque personne qui a été et sera un jour enfermée. Nous ne cesserons de le marteler, toute prisonnière est politique, tout prisonnier est politique. Merci. Nancy. Premier groupe local de Genepi à avoir été créé en France, et nous n'en sommes pas peu fiers. Il a été le berceau de nouveaux concepts, d'engagement personnel et de construction collective. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'il est devenu et de ce qu'il sera. C'est pourquoi nous voulions attirer votre attention sur quelques projets qui sont propres à notre groupe. Et si je parle au nom de nous, c'est bien parce que je parle au nom du groupe local. Tout d'abord, nous aimerions vous parler d'un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur l'année dernière. Nous avions organisé un concert qui avait pris place au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Tandis que la matinée était destinée à des ateliers pour les personnes détenues concernant l'écriture de textes, le chant, le slam ou encore le beatbox, l'après-midi était consacré à un concert et certaines personnes détenues avaient même été invitées sur scène par les artistes. Cet événement était un véritable moment de partage. L'ambiance était cordiale et la journée un succès. Pour aller encore plus loin, nous avions organisé un deuxième concert dans la ville, qui lui aussi avait été un succès. Alors qu'il était plus que complet, nous en avions profité pour échanger avec le public autour du monde carcéral. Et il y avait 2 enjeux
dans cet événement. D'abord, l'enjeu social au sein du centre de détention, le pouvoir cathartique de la musique, l'ambiance cordiale qui y régnait, la bonne humeur des artistes, l'enthousiasme de tout le monde était quelque chose de magique et de transcendant finalement. On dépassait la réalité pour s'en aller vers la musique. Le concert dans la ville était un moyen aussi de sensibiliser un maximum aux conditions carcérales et de toucher un public large. Mais d'autres choses aussi nous caractérisent, surtout dans notre organisation. En effet, nous sommes actuellement en autogestion. Nous n'avons pas de référent de groupe afin d'être le plus horizontal et le plus égalitaire possible. Cela permet aux personnes qui viennent tout juste d'arriver dans le groupe de participer vraiment à l'activité du groupe local et que chacun puisse prendre des initiatives au sein du groupe. Par ailleurs, nous sommes associés à un local libertaire auquel plusieurs associations sont rattachées, notamment de sociologie, avec lesquelles nous organisons des projections, des tractages ou des débats, tout cela dans une optique de convergence des luttes. Cependant, nous avons encore tant à faire. Au-delà de l'ensemble du travail à réaliser en faveur des personnes détenues ou de la sensibilisation auprès du public, il nous reste un défi majeur à relever au sein même de notre groupe. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il trop peu d'hommes qui osent s'investir au Génépi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ne se sentiraient-ils pas aptes à faire partie de cette association ? Ce serait trop social ? Ce serait trop peu militant ? Ce serait trop féminisé pour eux ? Pourquoi un pan entier de la population serait sous-représenté, alors que la cause des conditions carcérales des personnes détenues devrait être défendue par le plus grand nombre ? Merci. Madame Adeline Azan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, Messieurs Gabriel Muesca et Antoine Lazarus, membres d'honneur du Génépi, Monsieur Antonin Bernanos, il a eu un contretemps. Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national élargi, Mesdames et Messieurs les administratrices et administrateurs, chers génépistes, invités, intervenantes et intervenants, bienvenue et merci beaucoup pour votre présence à cette journée prison-justice. Aujourd'hui, les bénévoles d'Île-de-France souhaitent exprimer à quel point elles et ils sont heureuses et heureux. En effet, les atouts des nombreuses prisons de notre belle région sont nombreux et exceptionnels. Commençons par la diversité des publics carcéraux et l'accueil exemplaire qui leur est réservé. Nos prisons sont un véritable melting pot de personnes incarcérées étrangères, de femmes parfois enceintes, d'enfants, de personnes atteintes de maladies mentales, du VIH ou encore de handicap. La condition des femmes transgenres incarcérées à Fleury-Mérogis en est un exemple éloquent. Elles ont la chance d'y être confinées, non seulement dans un quartier pour hommes, mais à l'isolement total, avec un accès restreint à leur traitement médical, dans le plus grand respect de leur dignité. Une autre fierté francilienne est celle de la densité carcérale. Avec un taux de 147%, nous optimisons l'espace et sommes performants. Tant de personnes détenues, c'est autant de possibilités de rencontres ou d'opportunités de se réinsérer dans une société qui nous ouvre grand les bras. En 2015, ce taux était de 139%. Nous avons donc réellement progressé, preuve que la croissance n'est pas réservée qu'à l'économie. Par chance, le gouvernement actuel a inscrit l'état d'urgence dans le droit commun. Ce sont donc d'autant plus d'incarcérations à prévoir. D'ailleurs, il projette de construire 15 000 places de prison supplémentaires. Grâce à cette proposition ambitieuse, nous allons continuer à gagner du terrain. La prison est un espace unique de collaboration entre les secteurs privés et publics. Grâce aux fleurons de l'industrie française que sont Bouygues Construction, Sodexo, Engie, de nouvelles prisons sortent de terre et leur gestion quotidienne est assurée, sans même que l'État n'ait à intervenir. En offrant aux personnes détenues une nourriture de qualité et des biens à prix abordable, nos entreprises participent à maintenir une haute idée de la mission de service public. Par ailleurs, la France carcérale est disruptive. Elle innove, avec par exemple des dispositifs de médiation animale,
comme à Fresnes, qui accueille désormais des nids de punaises de lit, de nombreux cafards et des familles entières de rats qui tiennent compagnie aux personnes incarcérées. Elle est aussi la première prison verte de France, dont il faut souligner l'effort, avec des coupures d'eau expérimentées en juillet dernier, qui ont eu un réel impact sur les économies d'énergie. La planète nous dit merci. Notre système carcéral s'illustre aussi dans le domaine social, avec son droit du travail avant-gardiste, fidèle à la vision jupitérienne de notre cher leader. Pas de syndicat, pas de revenu minimum, pas de médecine du travail et encore moins d'allocation chômage. Enfin, venons-en à la France de la technologie. La France de la désormais réputée French Tech, qui s'immisce aussi dans nos prisons, avec des systèmes de surveillance informatisés et sécurisés que le monde entier nous envie. En Île-de-France, le centre pénitentiaire sud-francilien de Réau, inauguré en 2011 par l'humaniste Nicolas Sarkozy, est un bijou de technologie. Il comprend un système de porte entièrement automatisé pour lutter contre la phobie sociale. Pour toutes les raisons que j'ai citées, et bien d'autres encore, nous sommes fiers et nous voulions le partager avec vous. Car nos prisons ont du talent. Vive la détention, vive la République et vive la France. Nous ne vous laisserons pas sur cette note cynique. Nous n'en avons pas fini. Nous avons dressé le noir tableau des conditions d'incarcération en France. Gardons-le en tête. Continuons à étoffer nos connaissances et à nourrir notre rage lors de nos interventions à Réau, à Poissy, à Fresnes, à Fleury, à Nanterre, à Villepinte, à Bois d'Arcy, à Melun ou à Porcheville. Mais nos ateliers, nos échanges avec les personnes détenues nous convainquent que notre regard doit s'élever au-dessus de l'amélioration de la prison. Ce ne peut être notre seul horizon. Car une prison propre, colorée et qui traite dignement les personnes détenues, enfermées et enfermeurs, reste une prison. Elle reste la solution d'un système qui préfère mettre au trou que de regarder ses torts en face. Nous nous réjouissons avec peine de simples pansements sur les plaies béantes du système. Par exemple, les unités de vie familiale, qui permettent aux proches et aux personnes détenues de se retrouver dans une sorte de petit appartement attenant à la détention, pour une durée de 6 à 72 heures. C'est sans compter les difficultés d'accès. Seules 38 prisons sur les 187 établissements en sont équipées. Et les personnes détenues doivent cantiner, c'est-à-dire payer la nourriture pour leurs proches. Sans compter ces barrières, notre horizon est celui de la non-incarcération, où parents et enfants continuent à vivre ensemble, où l'on ne perd pas son logement, son emploi, ses dents et sa dignité. Nous continuerons, lors de journées comme celle-ci, à penser la prison, à la remettre au centre, à la voir comme la continuité d'une justice injuste, tapant avec aise sur les plus pauvres, comme le miroir grossissant d'une société raciste, sexiste, validiste, homophobe, transphobe et islamophobe. Nous continuerons à aller dans la rue et à interpeller les passants. Nous continuerons à aller dans les collèges et les lycées afin de former politiquement et de déconstruire les fantasmes carcéraux dès le plus jeune âge. Nous continuerons à recevoir plusieurs centaines de bénévoles chaque année. Nous continuerons à parler, à débattre, à s'époumoner parfois. Nous continuerons toutes ces actions, minimes mais essentielles. Nous continuerons à lutter. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir conviée à cette journée. Et je voulais tout d'abord vous féliciter pour l'action que vous faites d'année en année. Je crois que c'est la 36e
journée du Génépi pour le travail que vous faites dans les prisons et aussi, je viens de l'entendre, à l'extérieur pour mobiliser tous les jeunes. Et je crois que vous avez parfaitement raison. Et puis, je voulais vous dire, moi, ça me fait particulièrement plaisir de voir autant de jeunes se mobiliser sur la situation carcérale, car il me semble que dans notre pays, c'est de cela dont nous avons besoin et que manifestement, enfin j'y reviendrai dans quelques instants, cette problématique de l'enfermement, pas seulement en prison, mais cette problématique de l'enfermement est une problématique qui n'est pas assez prise en compte par l'opinion dans ces différentes dernières années, de moins en moins, et que malheureusement l'opinion publique, pour des raisons qu'on connaît, est de plus en plus en demande de sécurité, et que les associations, les institutions, la mienne, votre association, d'autres, j'étais samedi dernier à la Ligue des droits de l'homme, alors c'est pas le même âge, justement, ça fait très... Non mais c'est important aussi que dans une société, il y ait des gens qui ont une expérience et qui sont probablement des anciens des années 60, vu les têtes qu'il y avait dans la salle, mais qui continuent à militer pour l'enfermement, et puis de voir autant de jeunesse qui prend le relais et qui, à sa place, dans les facs, dans les institutions scolaires, le fait. Alors, félicitations également au nouveau bureau que j'ai rencontré il y a 2 jours au contrôle général des lieux de privation de liberté. Je vous sens très motivé, très enthousiaste, et je crois que ça promet. Alors, quelques mots, comme on me l'a demandé, parce que je suppose que tout le monde ne le connaît pas, pour présenter ce qu'est l'institution contrôle général des lieux de privation de liberté. Je crois qu'on peut dire, et c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux le dire en toute immodestie, je crois que la démocratie en France, et puis ça existe aussi dans d'autres pays, doit s'honorer du fait qu'une institution comme la nôtre existe, parce que cette institution, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire une institution qui ne dépend d'aucun pouvoir politique. Le contrôleur général, et j'ai donc le plaisir, après Jean-Marie Delarue, d'exercer ses fonctions depuis 3 ans, le contrôleur général est nommé par le président de la République après aval de l'Assemblée nationale, et une fois nommé, il exerce pendant 6 ans, non renouvelable mais non révocable, ce qui est très important, et il exerce vraiment en toute indépendance de tous les pouvoirs politiques. Je suis entourée d'une équipe d'une 40aine de contrôleurs, une 20aine permanents, d'autres à temps partiel, qui toute l'année, pendant 15 jours par mois, visitent les établissements qui sont privatifs de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que les établissements privatifs de liberté? Évidemment, les prisons, et vous allez en parler aujourd'hui, mais aussi, et je vois Michel David, avec qui je travaille souvent, mais aussi les établissements de santé mentale, ce qu'on appelle plus communément les hôpitaux psychiatriques pour les hospitalisations sans consentement, les commissariats ou gendarmeries pour les gardes à vue, les centres de rétention administrative pour les étrangers, les centres éducatifs fermés pour les mineurs et les prisons pour mineurs, c'est-à-dire établissements pour mineurs ou quartiers de mineurs. J'ai vu dans votre programme, et d'ailleurs je voulais vous féliciter pour la qualité des intervenants qui vont officier toute la journée. J'ai vu dans votre programme que vous vous intéressez aussi à d'autres questions que la prison, et ça me semble tout à fait important. Donc, comme je vous le disais, nous effectuons donc 15 jours par mois des visites. Nous faisons 150 visites par an. Et à la suite de ces visites, nous envoyons un rapport au ministre de tutelle, c'est-à-dire évidemment le garde des Sceaux, mais aussi le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, en fonction, bien sûr, de la catégorie des établissements visités. Nous envoyons donc un rapport au ministre qui nous répond. Une fois la réponse du ministre, le rapport devient public et il est sur notre site. En cas de violation particulièrement grave des droits fondamentaux des personnes, nous pouvons, comme nous l'avons fait pour Fresnes en 2016, nous pouvons faire des recommandations en urgence. Cela avait été fait pour les Baumettes et cela a été fait en 2015 pour Strasbourg et l'année dernière pour Fresnes. Quand nous faisons une recommandation en urgence, cela veut dire bien sûr que le seuil vraiment d'atteinte est intolérable et nous médiatisons évidemment cette recommandation en urgence de façon à alerter les pouvoirs publics avec plus de force qu'un simple rapport. En général, il y a des mesures qui sont prises, mais pas toujours suffisamment, comme ça a été le cas pour Fresnes. Et évidemment, nous continuons à dénoncer et à visiter, ensuite à
regarder si ce qu'on a dénoncé et proposé a été suivi des faits. Nous faisons aussi des rapports thématiques, comme nous l'avons fait par exemple en psychiatrie sur l'isolement et la contention. Nous l'avons fait également tout à fait récemment sur les mineurs en psychiatrie, et nous sortons début février un rapport thématique, je crois important, sur la surpopulation pénale, avec un constat évidemment que vous connaissez, vous n'apprendrez rien, mais aussi avec des propositions, je vais y revenir dans un instant. Alors, avant de vous parler justement des constats, comme on me l'a demandé, que nous effectuons dans les prisons, je voulais vous dire quelques mots du contexte, et ça rejoint évidemment beaucoup de vos préoccupations et un certain nombre d'interventions qui viennent d'être faites, dont je voulais féliciter d'ailleurs tous les intervenants pour leur talent. Je pense qu'en France, depuis un certain nombre d'années, mais en particulier depuis 2015, depuis les attentats que nous avons connus, il y a vraiment une espèce de renversement en fait de la philosophie de l'enfermement et de la sécurité en général. Ça a commencé avec les attentats et la loi du 3 juin 2016 qui a renforcé la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Ça a continué par la loi du 21 juillet 2016 qui a prorogé l'état d'urgence et a conduit au vote de certaines dispositions extrêmement restrictives des droits fondamentaux, dispositions qui avaient été rejetées d'ailleurs au mois de juin précédent, mais qui sont rentrées, si je puis dire, par la fenêtre au travers de cette loi du 21 juillet. Allongement de la période de sûreté applicable aux condamnations en matière de terrorisme, nouvelle loi prévoyant l'application de plein droit de la période de sûreté à tous les crimes et délits de terrorisme punis de 10 ans d'emprisonnement, extension à 30 ans de la période de sûreté quand la condamnation est perpétuelle, et perpétuité dite, c'est horrible, incompressible en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est des choses que nous n'avions évidemment jamais vues auparavant. La loi du 30 octobre 2017, qui, hasard du calendrier, a été votée exactement 10 ans après l'institution du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui a été votée le 30 octobre 2007, et donc une loi 10 ans après, 30 octobre 2017, qui, pour sortir officiellement le pays de l'état d'urgence, a fait entrer dans le droit commun, ça vient d'être dit, de nombreuses dispositions extrêmement restrictives des libertés, et surtout donnant la primauté au pouvoir exécutif, au pouvoir administratif, par rapport au pouvoir et aux décisions judiciaires. Alors, si l'année 2017, justement, a marqué un recul des droits fondamentaux dans les textes, ça a été également le cas, et vous l'avez constaté, vous allez continuer à le constater, dans la réalité quotidienne des établissements que nous visitons tout au long de l'année. Je voudrais faire un focus sur la surpopulation carcérale, car c'est évidemment de cela, de ce fléau français, moi je l'appelle le fléau français, que découle toute une série d'atteintes aux droits fondamentaux. D'abord, la dignité des personnes, évidemment, qui ne peut pas être préservée quand on assiste ou on voit des détenus à 3 dans des cellules de 9 mètres carrés avec un matelas au sol, mais aussi toute une série d'atteintes qui en découlent. Gaël l'a indiqué, donc la surpopulation pénale est extrêmement importante. Nombre de détenus au 1er octobre 2017, 69 307 pour 59 100 places. Ça veut dire grosso modo 10 000 détenus de plus que de places. Et en plus, 1473 matelas au sol. La moyenne de suroccupation est de 116%. Mais dans les maisons d'arrêt, la moyenne nationale est de 141%, et ça cache évidemment, ça a été dit également, excusez-moi pour les répétitions, mais c'est important, des pics de 200% en Île-de-France, dans le midi de la France. En Outre-mer, je ne vous en parle même pas, ça atteint 210%. Et en ce qui concerne les détenus provisoires, là aussi, ça augmente de plus en plus. Les détenus provisoires représentent maintenant le tiers des détenus, alors que ça représentait encore il y a quelques années le quart des détenus. Donc c'est extrêmement inquiétant, et ça met d'ailleurs à bas le supposé laxisme de la justice française. Alors le garde des Sceaux avait, dans un rapport publié le 20 septembre 2016,
commis un rapport intitulé « En finir avec la surpopulation carcérale », ça ne s'invente pas. Il avait d'ailleurs analysé de façon intéressante le phénomène de la surpopulation carcérale, avec même des prises de position intéressantes sur le fait que ça devait être le dernier recours, qu'il fallait privilégier les alternatives à l'incarcération. Mais en fait, quand on regardait les mesures budgétaires mises en face, on s'apercevait que finalement, l'essentiel du budget était quand même mis en face des mesures d'incarcération. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se produire pour la préparation du budget 2018, puisque l'essentiel des crédits est consacré au plan de construction des 15 000 places nouvelles. Et concernant la rénovation des établissements, je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a une diminution de près d'un tiers de 2018 à 2017, ce qui est quand même énorme, et également une diminution environ d'un tiers pour les crédits affectés au bracelet électronique. Ça en dit long sur le fait que les mesures alternatives à l'incarcération ne sont pas considérées par ce nouveau gouvernement comme prioritaires, quelles que soient les déclarations qui sont faites. Et pourtant, nous le savons, nous le répétons sans arrêt, et je pense que vous en êtes évidemment d'accord, la construction de nouvelles places n'est pas une solution. 15 000 places de prison nouvelles, ça n'est pas une bonne solution. Bien sûr, il faut construire des places nouvelles, et notamment ne serait-ce que pour permettre la suppression d'un certain nombre d'établissements et les remplacer. Madame Taubira, en 2014, moi je me réfère beaucoup à ce qu'elle avait dit à ce moment-là, avait indiqué que oui, il en fallait, mais que grosso modo, une épure de 6 000 places réparties sur un certain nombre d'années s'avérait suffisante. 15 000 places, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, pourquoi? Parce que nous le savons d'expérience, plus on construit, alors les magistrats n'aiment pas que je dise ça, mais c'est la réalité, je suis magistrat moi-même et je l'ai vu, plus on construit de places, plus elles seront remplies. Il y a un seul chiffre d'ailleurs qu'il faut avoir en tête et que moi je cite souvent, il y a 30 ans, 25 ans même, il y avait la moitié de places de prison par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 25 ans, il y avait 30 000 places de prison. Aujourd'hui, on est à 60 000 et il n'y a jamais eu un taux de surpopulation aussi important, alors que la criminalité et la délinquance n'ont pas augmenté, que même dans certains secteurs, elles ont baissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on construit de places, évidemment, plus elles sont remplies. Le problème, c'est aussi que, bien sûr, les mesures alternatives, il en existait avant 2014, il en existe d'autres depuis 2014, comme la contrainte pénale et la libération sous contrainte, ne sont pas utilisées. Alors pourquoi elles ne sont pas utilisées? Parce que les magistrats ne se les sont pas appropriés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, même s'ils ont été augmentés en 2014, ils sont insuffisants, et que les magistrats se retrouvent en audience correctionnelle avec souvent peu de renseignements qui leur sont fournis pour prononcer ces peines. Et puis aussi, je le disais, parce que les magistrats n'ont pas vraiment intériorisé ces nouvelles mesures d'alternatives. Et en fait, parce que finalement, les magistrats, et je dirais à l'instar de l'opinion publique, c'est ça qui est compliqué dans votre situation comme dans la nôtre, c'est d'essayer d'aller à l'encontre de l'opinion publique, parce qu'au fond, ils pensent que s'il n'y a pas d'incarcération ferme, il n'y a rien. Et c'est ce qu'on entend un peu partout, même on l'entend de la part de la police, c'est-à-dire cette personne a commis un délit, elle a été relâchée, on la revoit dans le quartier. Oui, d'accord, on la revoit dans le quartier, mais on la revoit dans le quartier, peut-être avec un contrôle judiciaire, peut-être avec un sursis mis à l'épreuve, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Alors, par rapport à ça, et je vais conclure, moi je fais une proposition, je ne suis pas d'ailleurs la première à l'avoir fait, Dominique Raimbourg l'a fait bien avant moi, et j'en ai parlé à la fois à la garde des Sceaux, au président de la République, c'est d'instaurer un système de régulation carcérale. Qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire, c'est pas exactement la même chose que le numerus clausus dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui a un caractère très automatique. Le numerus clausus, ça veut dire, avant d'incarcérer quelqu'un, on libère dans la même prison celui qui est le plus près de sa peine de prison sans avoir d'études un peu fines. La régulation carcérale, c'est justement se dire que on regarde tous les détenus qui sont à 1 mois, 2 mois, 3 mois de la fin de la peine,
on regarde ceux qui peuvent, sans dommage pour eux et pour les autres, pouvoir sortir plus tôt avant d'en incarcérer d'autres. On va faire des propositions, nous, dans ce document sur la surpopulation pénale, et on dira que la lutte contre la surpopulation pénale, c'est pas faire descendre de 140% dans les maisons d'arrêt à 130 puis à 120, c'est rester à 100%. Et c'est même faire en sorte que le directeur d'une maison d'arrêt puisse, comme le directeur d'une maison de retraite, dire « Ah ben non, il n'y a plus de place ». C'est ce qu'a fait la directrice de Villepinte pendant quelques semaines. Non, je ne peux plus accueillir de détenus. Nous ne sommes plus dans cette capacité-là. Ça sera une révolution, mais il faut absolument le faire. Un mot pour dire, mais vous le savez, que dans les conditions de surpopulation, la prison ne peut plus effectuer son rôle de réinsertion. Et je terminerai en disant que pour faire tout ça, et vous le savez bien, il faut du courage politique. Il faut notamment le courage de ne pas aller dans le sens de l'opinion publique qui réclame toujours plus de sécurité. Alors l'opinion publique vit des temps troublés, comme tout le monde. Elle a une légitime inquiétude, mais il faut expliquer, faire de la pédagogie, que ça n'est pas justement en incarcérant plus qu'on protégera la société. Au contraire, puisqu'en incarcérant plus, on ne pourra pas faire de préparation à la sortie. 80% des détenus continueront à faire des sorties sèches avec des risques de récidive importants. Donc, à la fois pour le détenu et pour la société, c'est perdant-perdant. Voilà, donc quelques mots. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. En tout cas, ce débat, moi, entre sécurité et liberté, il oriente le sens de mon action. Et je pense profondément que si on ne respecte pas, quelle que soit la dureté des temps, si on ne respecte pas, et nous, c'est notre job, l'équilibre entre la sécurité et les libertés, alors la démocratie en pâtira et on ne sera plus dans un état de droit. Je vous remercie. Bonjour. Donc moi je suis non pas magistrat, mais vous voyez défiler d'autres fonctions. Je suis médecin universitaire, enfin j'étais, et la prison pour moi a commencé en étant médecin des prisons au début des années 70, donc pardon pour le décalage d'âge, et on était dans la période des... On va arriver aux 50 ans de 68, on était dans la période d'après 68. Et pour ma part, après avoir été un de ce qu'on appelait un des dirigeants étudiants, travaillant en prison, si on admet d'entrer dans la prison, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Est-ce que c'est pour participer au silence et au dispositif qui paraît violemment arbitraire du système ? Est-ce que c'est parce qu'il faut s'en approcher suffisamment pour avoir, disons, expertise et espace d'intervention pour pouvoir changer quelque chose ? Et en même temps, changer quelque chose, pourquoi ? Changer quelque chose, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on vient de faire, alors qu'on est encore jeune ou très jeune, une sorte de découverte du fait humanitaire ? Et on ne peut pas laisser les choses comme ça. Certains pensent que quand ils voient des choses qui ne vont pas, il faut agir. Moi, j'appelle quelquefois ça une névrose altruiste, mais enfin, en tout cas, pour certains, c'est le sentiment qu'ils ressentent. Est-ce que c'est parce que c'est une manière de faire de la politique, s'engageant dans un dispositif qui n'est pas celui des partis ou des dispositifs contestataires ? Enfin, voilà, bref. Très vite, il a fallu, à cette époque-là, qu'on fabrique un espace de parole sur la prison pour les gens qui se trouvaient à l'intérieur, qui étaient plutôt éducateurs, côté de la médecine et enseignants pour certains, et parler entre soi, même à l'intérieur de l'administration pénitentiaire, était extrêmement mal vu par l'administration. C'était des blâmes, et on raconte toujours, je ne sais pas si Gaby en parlera, mais on raconte toujours ces mises à pied et ces luttes qu'il a fallu faire parce que parfois un surveillant, mais un éducateur avait serré la main d'un détenu et se faisait mettre à pied de sa fonction. D'où le fait de parler était en soi, le fait de savoir, le fait de faire savoir était un projet militant déjà considérable. D'où la création d'un groupe qui existe toujours, qui s'appelle le groupe multiprofessionnel des prisons, où le GENEPI depuis toujours a sa place, avec une espèce de compagnonnage et de camaraderie qu'on a toujours gardé. Mais un beau jour, on a vu apparaître des étudiants
assez motivés, qui nous ont raconté que le GNEPI était en train de se créer. Ça nous paraissait bizarre. On était en 1974, je crois. Ils étaient les bébés du président de la République. C'était Giscard qui avait eu cette idée. Et évidemment, voir apparaître des gens qui représentaient le pouvoir d'État, même s'ils étaient gentils et pleins de bonne volonté, paraissait, très décalé par rapport à la tonalité et à l'ardeur de l'époque. Celui qui aurait pu vous en parler ou qui en parlait dans les années précédentes, c'était Stolleru, qui a été le fondateur du GNEPI, conseiller de Giscard d'Estaing à l'époque, polytechnicien dans un groupe d'anciens étudiants de Polytechnique, et qui, jusqu'à il y a 2 ans, quand il est mort, a été membre d'honneur du GNEPI, mais au fond, une sorte de protecteur, et dans un dispositif qui continue tout de même à être très protégé par, disons, les pouvoirs publics, le ministère de la Justice, que ce soit les financements, que ce soit l'accueil, que sais-je. Et ça, c'est vraisemblablement dans les temps qui viennent aujourd'hui, sans doute une des questions politiques qui se posent, et comment est-ce que le GNEPI peut prendre ou a pris, dans une tension parfois contestataire par rapport au dispositif dont il dépend, comment est-ce qu'il prend sa place dans une autonomie, dans une indépendance de discours. Le modèle du GNEPI est très intéressant. Très intéressant. En France, je pense que c'est le seul, avec une vraie mobilisation à l'intérieur d'un dispositif institutionnel, puisque la prison est un dispositif institutionnel, en essayant de garder son autonomie, en étant contestataire et en étant en même temps un vrai acteur, en tout cas de changement, au moins de discussion interne. Mais en même temps, est-ce que c'est un alibi? Enfin, c'est les questions que se posaient les équipes du GNEPI depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il faudra un jour qu'il y ait rupture complète avec ce ministère? Il se trouve que moi-même, j'ai été un des fondateurs et eu à présider l'OIP. On vous en parlera peut-être encore tout à l'heure. Dans le statut de l'OIP, on n'accepte pas d'argent du ministère de la Justice, ou en tout cas on ne le demande pas, je ne sais pas s'ils en donneraient, mais il y a des questions d'autonomie. Est-ce que sur des modèles plus nord-américains ou anglo-saxons, il faut qu'il y ait un dispositif d'autofinancement avec des fondations, que sais-je, pour avoir encore plus de liberté d'agir? Mais l'instant d'après, le fait d'être très lié à l'institution fait que la facilité pour y entrer, le fait de pouvoir tout simplement agir à l'intérieur, enfin voilà, bref, les questions qui sont posées et qui, à mon avis, vont être relativement fortes dans les temps qui viennent parce que, et notamment avec ce nouveau gouvernement, et pour les plus jeunes, comment faire de la politique aujourd'hui? Lorsque on est en 68, lorsque ensuite les années passent, les étudiants qui viennent après peuvent nous dire, pour les plus âgés d'entre vous, il y a eu la guerre, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu 68, il y a eu des événements sur lesquels on pouvait prendre position. Nous, au fond, on n'aurait plus que l'humanitaire. Et donc, comment est-ce que, même si l'humanitaire, et quand on est jeune, est quelque chose qui est souvent le premier engagement que j'appellerais altruiste, au lieu de s'intéresser à soi seulement, on s'intéresse à l'intérêt général. C'est pas si simple. Par où faut-il passer avec toutes les ambiguïtés? Mais voilà, je pense que dans les temps qui viennent, c'est des questions sur lesquelles on aura tous à discuter. Et voilà. Ensuite, que vous dire sur la question plus qui concernerait le temps actuel en matière d'administration pénitentiaire, de prison, de lutte? C'est vrai qu'on parle de surpopulation. C'est vrai qu'on parle de surpopulation. La France n'est pas le seul pays. Moi, je travaille moins sur les pays d'Europe, mais j'ai eu notamment avec le Brésil, avec la Tunisie, avec un certain nombre de pays à m'approcher d'assez près de ce qui se passe dans les prisons. On peut dire qu'en même temps, c'est scandaleux en France, et qu'en même temps, quand on compare le statut, la vie quotidienne des détenus en France par rapport à beaucoup d'autres pays, ils sont infiniment plus respectés, même s'il y a sans arrêt des violations de ce qu'on pourrait appeler les droits fondamentaux, que dans d'autres endroits. Donc, qu'est-ce que ça signifie, philosophiquement et politiquement, de continuer à travailler pour améliorer cette situation? On pourrait dire, ce qu'on entend depuis toujours, ils ont fait du mal à la société, et pourquoi faut-il que nous respections plus les droits
de ceux qui n'ont pas respecté les droits des autres. Quelle est cette espèce de démonstration d'une valeur à la fois éthique et politique qu'on fait en voulant améliorer la condition des détenus de droit commun? Chose qui n'a pas toujours été le cas. Dans les luttes de 68 et des années qui ont suivi, on ne considérait pas que la lutte pour les détenus était un engagement politique. Ce sont des gens qui étaient vus comme manageant leur propre vie, ce que moi j'appelle quelquefois la militance pour sa propre cause. Il faut bien se défendre quand on est inculpé, quand on est détenu, mais on a pris peu à peu la conscience que c'était les inégalités sociales qui pour bonne partie étaient le terrain sur lequel certains deviennent délinquants, pas tous évidemment, pour ceux qui sont marqués par les inégalités. Et en plus, dans cette contradiction très difficile à trancher, comment est-ce que la société qui induit le crime par ses inégalités peut-elle légitimement punir le crime? Celui qui fabrique, celui qui induit le crime, serait celui qui le punit en même temps. Bon, évidemment, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, et ça c'est en tout cas une position pour ma part qui est plus personnelle, depuis des années et des années, on s'en sort par un biais, c'est-à-dire c'est pour les éduquer, c'est pour les soigner, et on va juger non pas la question de la peine sur la responsabilité partagée de la société et de celui qui serait délinquant, mais on va juger ça uniquement sur une espèce d'efficacité de type thérapeutique, médical. Ceux qui ne récidivent pas, un peu comme un traitement sur le cancer se mesure à la quantité de récidive du cancer, est-ce que la justice et l'éthique de la justice se mesurerait uniquement par la qualité de non-récidive de la délinquance, à supposer que ce soit un modèle de type maladie? Bref, si je vous dis ça, c'est qu'en même temps, il ne faut pas oublier, si on est sur la prison, que la justice pénale ne punit pas que par la prison. Et à ce moment-là, je vais vous donner 2-3 chiffres qui sont, à mon avis, ce qui continue à étonner. Dans la plupart des pays du monde qui ont supprimé la peine de mort, on incarcère de plus en plus et de plus en plus longuement. Bon, ça c'est une discussion, c'est un constat qu'on voit dans différents pays. Comme si, au fond, on cherchait sans arrêt, en allongeant les peines, à trouver quelque chose qui punirait suffisamment fort par rapport au déficit essentiel de la peine qui, elle, punissait complètement et qui était la peine de mort, qui, en même temps qu'on tue le détenu condamné, ou qu'on tue le condamné, fait disparaître le crime. Le crime ne peut plus disparaître tant que les gens restent vivants dans les prisons. Donc on les garde pour essayer de garder le crime à l'extérieur, que sais-je. Si je prends les chiffres, 1982, 1er janvier 82, sur les chiffres du ministère de la Justice, vous savez, en tapant statistiques mensuelles, n'importe lequel d'entre nous, par Internet, tout simplement, on trouve les chiffres de l'incarcération du mois précédent, et une fois par trimestre, les chiffres de tout ce qui concerne les milieux ouverts. Quand on prend les chiffres de 82, 32 000 détenus au 1er janvier. La gauche venait d'arriver, ça avait baissé, et ensuite ça a monté très régulièrement, et notamment Robert Badinter n'aimait pas beaucoup qu'on lui fasse remarquer que ça montait et que ça ne se réformait pas très vite dans les prisons. Le milieu ouvert, à la même époque, il y a 70 000 personnes condamnées à des peines de milieu ouvert. Il ne faut jamais oublier qu'il y a ça. Aujourd'hui, troisième chiffre, combien de personnes sont rentrées en prison dans l'année, c'est-à-dire le flux. Combien est-ce qu'en un an, on met de personnes en prison? En 1982, on met 80 000 personnes en prison. Donc à un moment donné, vous en avez 80 000 qui vont entrer dans l'année, et à un moment donné, il y en a 32 000 quand on fait la mesure. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, on a, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, disons 69 000, 67 000, ça dépend des moments. Depuis quelques mois, ça varie à peu près à ce niveau-là. Plus 10 000 bracelets électroniques, sur lesquels certains ont été très réticents. C'était très bien qu'ils ne soient pas en prison, mais en même temps, c'est vraiment le modèle foucaldien. La prison entre dans la ville. Moi, j'appelle ça la prison à la maison. C'est l'externalisation de la prison sous le pantalon. Mais enfin, en tout cas, supposons qu'on ne les compte pas, mais ils sont sous écrou tout de même. 70 000. En prison, 69 000. Combien rentrent en prison chaque année? On pourrait penser qu'il en rentre 2 fois plus. Normal. Il en rentre 88 000 ou 87 000. C'est-à-dire qu'il n'en rentre quasiment pas plus qu'il y a 30 ans.
Où est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y en a 2 fois plus, il n'en rentre pas plus. La durée d'incarcération. La durée d'incarcération. L'augmentation de la longueur des peines. Et curieusement, même avec Madame Taubira, je me souviens vers la fin de son mandat, on a eu une discussion et elle était stupéfaite. Parce que le discours ambiant, c'est on met de plus en plus les gens en prison. Et c'est parce qu'on met de plus en plus de gens en prison que la prison est surchargée. On n'y met quasiment pas plus de gens. C'est ça qui est curieux. Alors on n'y met pas tout à fait les mêmes gens. Les dispositifs ont changé. Les infractions routières, on en met beaucoup. Les questions sexuelles ou les infractions sexuelles se sont densifiées dans la représentation criminelle de ces comportements. Mais on n'en met quasiment pas plus. Est-ce qu'on punit moins avec les peines qui sont en milieu ouvert? S'il y a 70 000 personnes en 82 qui ont des sanctions à cette date-là en milieu ouvert, aujourd'hui on en a 170 000. Donc on ne peut pas dire qu'on néglige les peines qui sont les peines autres que la prison. C'est qu'on punit largue à manu de plus en plus, autant par des choses extérieures que par l'allongement des peines. Voilà, donc je vous dis ça tout simplement pour qu'on le sache, qu'on ne se trompe pas complètement de cible. Et lorsqu'on dit on met de plus en plus de gens, oui, il y en a de plus en plus, à un moment donné. Mais si vous prenez le mouvement, alors c'est vrai que c'est inégalement réparti, il y a beaucoup de courtes peines qui font que même des gens comme vous auront bien du mal à faire des projets avec eux parce qu'ils rentrent pour quelques semaines, quelques mois, sans savoir très bien quand ça s'arrêtera. Surtout que si c'est les plus jeunes et qui ont fait un certain nombre d'infractions pour lesquelles il y a des sursis, à un moment donné tout tombe et ils sont stupéfaits de voir qu'ils restent alors qu'ils pensaient sortir, mais en gros on ne peut pas faire de projet avec eux. Et c'est l'immense majorité des détenus en même temps qui sont en maison d'arrêt. Vous verrez la différence entre ce qui se passe dans les projets qu'on peut faire pour ceux qui sont pour longtemps dans les maisons pour peine et ceux qui sont en maison d'arrêt. Voilà, en tout cas je voulais insister devant vous sur ce point. Et alors ensuite se pose évidemment un peu la question de, d'une part, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on défend, avec qui on fait alliance, ce qui n'est pas si facile que ça. Est-ce qu'on prend de front la lutte contre les positions gouvernementales? Encore hier, les associations, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur les radios, se sont mobilisées sur l'idée qu'on va aller contrôler, même dans les foyers d'hébergement, des personnes qui sont hébergées dans la mesure où elles seraient en situation irrégulière ou bien en fonction de ce qu'on appelle les règles de Dublin, il faudrait les faire partir. Voilà, donc on voit une espèce de pression marchant extrêmement bien dans la logique de l'opinion, qui est le principe de précaution qui est plus même que la prévention. La prévention, on connaît le risque, le facteur de risque, comme on dit. Il y a, je sais pas, des microbes qui se promènent, on les connaît. Et puis, si les gens ne sont pas vaccinés ou s'ils attrapent le microbe, il y aura des maladies, et ça, on peut le calculer, on connaît bien. Mais quelquefois, on se dit peut-être certaines choses seraient dangereuses. Et on ne sait pas si elles le seront vraiment, mais elles le seront peut-être. Et même pour ça, il faut déjà qu'on commence à interdire et à prendre des précautions. Et évidemment, on va le voir sans que ce soit tout à fait le principe de précaution, mais sur ces choses redoutables qui sont l'intégration dans la société de gens supposés, du point de vue du terrorisme, en partie dangereux. On ne sait pas comment ça se passerait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on fait de la déradicalisation, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Vous les trouverez peut-être demain en prison, vous aurez peut-être à voir devant vous des gens qui sont croyants d'une manière assez délirante dans une religion quelconque. Comment est-ce qu'il faudra faire? Enfin voilà. Donc, je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Il faut terminer, même si ça me plaît, et je vous remercie de nous avoir invités. Et peut-être, je me demande, ces derniers points, au fur et à mesure que les années passent, quand vous en avez 2 sous les yeux, le GNEPI a fabriqué des membres d'honneur. Je crois que c'est comme ça que s'appelle la fonction que j'exerce devant vous. Enfin, j'aurais pu être invité à titre perso. J'ai demandé ce que c'était que ce machin-là. Enfin, quel était le mode d'emploi d'un membre d'honneur. Est-ce que, compte tenu des différences d'âge, nous devenons une sorte de comité des sages? Enfin, en tout cas, il faudra voir. En tout cas, sur le fait de continuer à parler, à réfléchir ensemble, absolument d'accord, et je trouve que c'est très précieux.
ta proposition de comité des sages, je ne peux pas y adhérer parce que forcément, je ne pourrais pas y participer. Bien, Egunon Deneri, c'est dans ma langue la façon de dire bonjour à tous. Depuis le temps que je vous dis ça en début de mon intervention, j'espère qu'à force, vous allez adopter ces quelques mots en langue basque. Je suis heureux. Laissez-moi partager le bonheur qui est le mien aujourd'hui. Habituellement, je dis que je suis en colère. Alors, aujourd'hui, je suis aussi en colère, je vous rassure, mais je suis heureux. C'est mon sentiment dominant pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, cette nuit, 10 000 personnes ont pris le TGV, des bus, pour venir du Pays Basque sur Paris, pour une manifestation qui aura lieu malheureusement en même temps que votre rencontre, mais je reviendrai là-dessus, pour soutenir le processus de paix en cours au Pays Basque, et en particulier pour soutenir l'idée qu'il est grandement temps que le droit commun s'applique aux prisonniers basques et qu'on arrête d'appliquer des textes qui sont attentatoires à la dignité des personnes détenues d'origine basque. Je voudrais vous remercier, bien évidemment, votre bureau, mais aussi la totalité des militants et militantes du GENEPI. J'aime utiliser ce terme, vous le savez, quand je parle de vous. Vous n'êtes pas des bénévoles, pour moi, vous êtes des militants et des militantes. J'allais presque dire des citoyens engagés, avec un C majuscule. Je voudrais vous remercier pour, première chose, pour l'adhésion que vous avez eue par rapport à cette démarche de processus de paix au Pays Basque, officiellement, mais aussi l'aide que vous avez apportée ces 15 derniers jours dans plusieurs villes de France, lors de ce qu'on appelait le Tour de France des prisons, qui a été organisé pour soutenir justement la manifestation d'aujourd'hui à Paris. Donc un grand merci pour tout ça. Madame Hazan, profitez parce que je n'ai que pas des louanges, mais des remerciements à vous adresser. Ça ne va pas peut-être durer dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, sachons apprécier le présent. Je voudrais vous remercier tout d'abord parce que dans le dernier rapport que vous avez rendu public, vous avez consacré toute une page à la question des prisonniers basques, au fait que les pouvoirs publics piétinent un droit fondamental qui est celui du lien familial, du maintien du lien familial, du fait que les prisonniers basques sont systématiquement éloignés des prisons proches du Pays Basque. Je vous remercie au nom des prisonniers et surtout de leurs familles qui ont, au travers des lignes que vous avez écrites officiellement, ressenti un grand soutien. Nous vous considérons comme des milliers d'autres hommes et femmes du Pays Basque et hors du Pays Basque, de France en particulier, comme un artisan de la paix. Nous vous considérons comme une personne qui a apporté sa contribution importante à ce processus important de résolution du conflit au Pays Basque. Deuxième remerciement, et je m'arrêterai là avec ces remerciements, je voudrais vous remercier pour le rapport que vous avez rendu au sujet de la prison de Château-Thierry. Vous avez mis en lumière une des plus grandes monstruosités existantes dans notre pays. Vous avez défendu la dignité des personnes qui probablement incarnent les gens qui vivent les situations les plus douloureuses dans notre République, dans notre État de droit. Vous avez défendu des hommes qui, bien souvent, n'ont même pas l'esprit et ne sont pas conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent. On les mettrait en haut d'une montagne, au fond d'une grotte, ils ne feraient pas la différence. Sauf que vous avez rappelé, comme vous le rappelez toutes et tous, militants et militantes du GENEPI, que ces hommes, en particulier, font partie de notre famille humaine. Ils font partie de notre famille humaine. Donc merci d'avoir rappelé quelque chose qui semble évident, mais qu'il a fallu rappeler à une administration qui semblait avoir oublié cette chose fondamentale. Les prisonniers de Château-Thierry sont membres de la famille humaine. Maintenant, je voudrais m'adresser aux militants et militantes du GENEPI que vous êtes. J'ai envie de vous inviter dans les mois à venir à 2-3 petites choses qui me semblent importantes. Tout d'abord, dans la suite de ce qui a été dit, y compris par Madame Hazan, il vous faut résister à la bêtise
qui consiste à insulter l'histoire qui nous apprend que chaque prison qui est construite est une prison qui est remplie et qui fait rapidement l'objet de surpopulation. Résister à cette bêtise-là, refuser l'idée de construction de nouveaux plans de prison. Mais, je ne sais pas si c'est le début de la sagesse, je ne pense pas, mais j'ai peur, j'ai très peur, à l'heure où je vous parle, que ces fameuses 15 000 places de prison, on parle de 10, 13, 15 000 places de prison, j'ai bien peur qu'effectivement ces prisons sortent de terre dans les années à venir. Je ne suis pas fataliste, mais force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de vents mauvais militent vers ce projet, vers cette réalisation. Or, sans tomber dans la fatalité, parce qu'il faut continuer à avoir un discours clair sur cette question de refus de construction de prisons, refus d'une société qui a pour objectif de mettre de plus en plus de monde dans 9 mètres carrés, je voudrais vous inviter à avoir une action résolue, déterminée, sans plus attendre, pour que ces prisons se voient abolis, le mitard et le quartier d'isolement. Au nom d'un chiffre. Un chiffre. Il n'y a pas à faire beaucoup de discours, pas besoin de faire de philosophie. Dans les mitards de France, on s'y suicide 7 fois plus qu'en détention dite normale. C'est-à-dire que dans les mitards de France, on se suicide 49 fois plus que dans le monde dit libre. Ce simple chiffre doit suffire à abolir définitivement cet outil mortifère qu'est le mitard. Alors je ne vous demande pas de baisser les bras sur le discours concernant la fin des prisons, mais je vous demande, et je pense qu'à court, moyen terme, nous pouvons y participer à l'abolition des mitards et des quartiers d'isolement. Il faut aussi refuser le cynisme qui consiste à ce que des hommes et des femmes politiques, parlant bien, portant beau, continuent à faire de la basse politique sur les plus pauvres de notre société. Ça a été très justement et très bien dit par vos représentants ici. Il est insupportable que les gens les plus malheureux, les plus désocialisés, soient aujourd'hui la chair à prison, la chair à prison. Et le lien que vous avez fait avec les constructions de prisons, marché juteux pour des grosses entreprises françaises, n'apporte que plus d'ignominie à cette réalité qui est l'incarcération des plus pauvres de notre société. Enfin, j'ai envie de vous inviter, et c'est en présence de Mme Hazan que je vous dis ça, de ne jamais renoncer à dénoncer toutes les actions, tous les propos portant atteinte à la dignité de la personne en prison et hors prison. En prison et hors prison. Vous avez les services de Mme Hazan. Vous avez bien évidemment, ça serait une faute professionnelle quasiment de ma part, ne pas rappeler que l'OIP est aussi là pour recueillir les témoignages et dénoncer avec vous, auprès de vous, des situations attentatoires aux droits des personnes et pire encore, à la dignité de ces personnes. Il n'y a pas de représentant du ministère de la Justice, comme vous, je le déplore quelque part. Il n'y a pas de représentant de l'administration pénitentiaire. J'avais prévu 2 petits mots à leur adresse, mais je ne doute pas que dans les personnes qui se sont inscrites comme intervenants extérieurs, des gens relaieront ma parole. Donc je vais quand même m'adresser à l'administration pénitentiaire pour leur dire ceci. Votre première mission, et je pense que Mme Hazan va me le confirmer, qui est le maintien en détention des personnes qui lui sont confiées, cette mission est très bien accomplie. Si on regarde la courbe des évasions, il y a de moins en moins d'évasions dans ce pays, signe effectivement que l'administration pénitentiaire maîtrise de mieux en mieux son outil sur le plan de la garde. Par contre, nous sommes là pour le dire haut et fort, le constat est fait que les 2 autres missions ne sont pas bien menées par cette administration-là. L'aide à la réinsertion, des chiffres ont été de façon éloquente cités, c'est une catastrophe. Et la lutte contre la récidive, évidemment, est étroitement liée à cette catastrophe. Là aussi, l'administration pénitentiaire ne rend pas la mission qui lui est confiée, comme il se doit.
Je suis là pour rappeler que lorsqu'on parle de récidive, on parle de gens qui, majoritairement, sont déjà passés par la case prison. On peut comprendre que les gens qui sont en état de récidive ont une part plus ou moins importante de responsabilité dans les actes qu'ils ont commis en tant que récidivistes. Mais je suis là, ici, pour rappeler qu'il y a aussi une part de récidive, une part de responsabilité en récidive qui incombe au ministère de la Justice et en particulier à l'administration pénitentiaire. Les conditions de détention qui ont été citées depuis ce matin ne sont que le terreau pour la haine et pour le désir de vengeance. Et quand un récidiviste pose un acte dans lequel il y a au fond une victime, aujourd'hui je considère qu'une part de la responsabilité de l'avènement de cette victime est directement liée à l'administration pénitentiaire. Quand vous avez face à vous des hommes et des femmes qui tirent à boulet rouge sur des gens qui sont présentés comme des récidivistes, je vous demande d'attirer l'attention de ces gens-là aussi sur l'ensemble de la chaîne de responsabilité, dans laquelle nous sommes, nous aussi, hommes et femmes de ce pays. Parce que je vous rappelle que l'existence de l'administration pénitentiaire, son fonctionnement est lié aux impôts que nous payons et que les décisions de justice sont prises en notre nom, au nom du peuple français. Nous sommes, nous toutes et nous tous, liés à la situation qui se vit aujourd'hui dans les prisons françaises. Dernière chose que je voudrais dire à l'administration pénitentiaire, et là je le dis en tant que membre d'honneur du GENEPI, et je pense pouvoir y associer notre ami. J'attends qu'aucun militant et militante du GENEPI entrant en milieu carcéral ne soit entravé dans son action et qu'il soit respecté. J'exige que tous les gens du GENEPI qui interviennent en totalité des établissements dans lesquels ils interviennent soient respectés, tout simplement respectés. La France a la chance et le privilège d'avoir une association comme le GENEPI, d'avoir des centaines et des centaines de jeunes hommes et femmes qui s'investissent pour être auprès des plus nécessiteux. La moindre des choses du gouvernement français, la moindre des choses du ministère de la Justice est que vous soyez respectés au quotidien dans votre action. Enfin, pour finir sur une note positive, maintenant je vais retourner auprès des miens, auprès de ces 10 000 Basques qui sont montés à Paris ce matin. Je voudrais vous dire que la prison n'est pas une fatalité. Ayez bien à l'esprit que la prison n'est pas une fatalité. Pas plus que ne l'était la peine de mort ou avant elle l'usage de la torture. Sachez que le courage, la détermination, l'engagement citoyen, l'engagement militant ont toujours été les garants des avancées civilisationnelles et que la prochaine grande étape qui nous attend, bien évidemment, c'est de balayer définitivement l'existence de la prison de notre société. Et cela se fera, et c'est pour ça que je suis optimiste, grâce à des hommes et des femmes comme vous qui ont un engagement clair et citoyen. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir pris la parole. Merci beaucoup. J'ai juste oublié, j'ai reconnu quelques têtes parmi vous, donc je voulais remercier les messieurs et mesdames, les députés, d'être présents aujourd'hui. C'est important que vous soyez là pour entendre ce qu'on a à dire. Donc merci. Et du coup, la plénière est terminée. Il y a une petite pause et les ateliers vont commencer, donc profitez.